Ouverture ce matin du 24e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, année de l'autonomisation des femmes et développement de l'Afrique pour la concrétisation de l'agenda 2063, thème retenu pour ce 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'institution. Notez que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, y participe. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a échangé hier jeudi avec les Ivoiriens de Addis Abeba, les Ivoiriennes de Addis Abeba réunies au sein de l'association Maman Ivoire, des Ivoiriennes qui ont rendu hommage au couple présidentiel et exposé les difficultés auxquelles elles sont donc confrontées dans leur pays hôte. Et puis reprise du dialogue politique entre le pouvoir et les partis de l'opposition hier jeudi. Au nombre des questions abordées, les avancées du dialogue, le statut de l'opposition et les questions électorales. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président du Zimbabwe, désormais à la tête de l'Union africaine, Robert Mugabe, a été désigné par consensus au 24e sommet de l'institution qui s'est ouvert donc ce matin à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, notez-le, prend part à ces travaux. On en parle avec Viviane Haïm. À l'ouverture de ce 24e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, plusieurs chefs d'État ont effectué le déplacement. Le sommet a enregistré la présence des nouveaux arrivants, les présidents nouvellement élus de la Tunisie, de la Zambie, du Malawi, du Congrès national libyen. Le sommet a enregistré aussi des au revoir. Le président Pohamba de la Namibie, en fonction depuis 2005 et en fin de mandat, a signifié à l'assistance que c'était son dernier sommet. Plusieurs messages ont marqué cette ouverture, 12 au total, qui ont mis l'accent sur les difficultés qui sont celles aujourd'hui de l'Afrique. Ebola et la question du terrorisme en Afrique ont été évoquées dans toutes les interventions. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé que la lutte contre Boko Haram sera inscrite comme priorité au niveau du Conseil de sécurité. Et contre Ebola, il a invité la communauté internationale à engager plus de moyens dans la lutte contre l'épidémie. Le président sortant de l'Union africaine, le président de la Mauritanie, Mohamed Abdelaziz, a demandé la constitution d'une force africaine pour soutenir l'armée tchadienne dans son combat contre Boko Haram. Les récents attentats terroristes en Égypte ont également été condamnés par les intervenants. Concernant Ebola, le président mauritanien, encore une fois, a lancé un appel pour l'annulation de la dette des pays touchés par l'épidémie. 2015, année électorale pour l'Afrique, qui va voir l'organisation de 19 élections présidentielles. Des appels ont été lancés pour souhaiter que tous les scrutins se déroulent dans la paix. Et puis 2015, déclaré aussi par l'Union africaine, année de l'autonomisation des femmes et du développement. Plusieurs plaidoyers pour l'amélioration des conditions économiques et sociales des femmes en Afrique ont été exprimés. L'objectif phare des travaux de ce 24e sommet de l'Union africaine sera l'adoption par les chefs d'État de l'agenda 2063 de l'Afrique, qui est en quelque sorte la feuille de route du développement de l'Afrique pour les 50 ans à venir. Mais avant l'ouverture des travaux des chefs d'État, les consultations ont désigné par consensus le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, pour assurer la présidence tournante de l'Union africaine pour une période d'1 an. Voilà, notez donc que la passation de pouvoir a eu lieu entre le président sortant, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, et le président zimbabwéen Robert Mugabe, âgé de 90 ans, qui aura, entre autres défis, la lutte contre le terrorisme. Et on reste à Addis Abeba, où le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a présidé hier le lancement de l'étude sur le droit à la nationalité en Afrique. Le chef de l'État a fait une importante communication à cette occasion, nous dit toujours Viviane Haïm. L'apatridie, qui consiste pour des personnes vivant dans un pays à n'avoir aucune identité juridique, c'est-à-dire pas d'acte de naissance, ni de certificat de nationalité, ni aucun papier d'identité, est considérée aujourd'hui comme une grande injustice.
C'est pourquoi l'Union africaine et les Nations unies félicitent le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, et son pays, la Côte d'Ivoire, pour les mesures prises pour mettre fin à l'apatridie sur le territoire ivoirien. En effet, depuis 2013, sous l'impulsion du président de la République Alassane Ouattara, des actions ont été menées par le gouvernement ivoirien qui ont abouti à la délivrance en 2014 de plus de 22 000 jugements supplétifs, offrant ainsi la chance à de nombreux natifs sur le territoire ivoirien, jusque-là sans identité juridique, à en posséder désormais une. Le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, présent à Addis Abeba, est venu rendre visite au président de la République et lui exprimer l'admiration de son organisation. Exprimer toute notre admiration, toute notre gratitude vis-à-vis le rôle pionnier de la Côte d'Ivoire en matière de combat à l'apatridie. Non seulement la Côte d'Ivoire a ratifié les conventions, mais il y a un certain nombre de mesures prises par le pays qui sont en train de faire face à ce drame traditionnel, mais qui, en Côte d'Ivoire, est en train d'être très sérieusement résolu. Également, l'Union africaine, à travers la Commission africaine des droits de l'homme, a elle aussi félicité le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, pour les mesures prises pour mettre fin à l'apatridie en Côte d'Ivoire, mesures qu'elle qualifie de courageuses. Le président de la République était l'invité d'honneur de la cérémonie officielle de lancement de l'étude réalisée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur le droit à la nationalité en Afrique. Étude qui a mis à la lumière qu'il existe en Afrique 1 million de personnes vivant en situation d'apatridie. Les causes, selon l'étude, sont dues soit à la marginalisation, soit au calcul politicien ou au manque de législation adéquate. La Côte d'Ivoire fait figure de seul pays en Afrique à avoir courageusement pris à bras-le-corps la résolution de l'apatridie, a encore souligné la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a expliqué dans son adresse les raisons de son engagement contre l'apatridie dans son pays. Le droit à la nationalité est l'un des droits fondamentaux de la personne humaine. Il est inscrit depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dans les constitutions les plus récentes de nos États. Mesdames et messieurs, notre continent a vécu trop de drames liés à l'instrumentalisation du droit à la nationalité. En effet, combien de conflits graves sur notre continent n'ont-ils pas leur origine dans des problèmes identitaires mal posés ou mal réglés? La récente crise qu'a connue mon pays, la Côte d'Ivoire, et qui a abouti à un conflit armé en 2002, est bien la résultante du déni de nationalité à une frange importante de la population ivoirienne. L'exemple de la Côte d'Ivoire n'est hélas pas isolé. Des centaines de milliers de personnes vivant en Afrique se retrouvent sans existence légale dans le seul pays qu'elles connaissent. Elles ne peuvent pas inscrire leurs enfants à la naissance sur le registre d'état civil, faire des études, avoir accès aux services de santé publique, obtenir des documents de voyage ou un emploi. Par-dessus tout, elles ne peuvent ni voter, ni briguer un mandat. Cela constitue des violations des droits de l'homme et des conventions et protocoles auxquels nos États sont partis. L'Afrique doit se doter de règles claires en matière de nationalité afin de prévenir de nouveaux conflits liés à cette question. C'est à cela que nous invite l'essayiste Branwen Mambi quand il exhorte les leaders politiques africains à repenser la nationalité en dehors de toute considération ethnique ou territoriale pour éviter les problèmes résultant du refus du droit à la nationalité. Les pays africains devront se rapprocher des normes juridiques internationales en ne fondant plus la nationalité sur l'ethnicité ou une relation traditionnelle avec un territoire donné, écrit-il. La nationalité devrait être fondée sur des critères objectifs.
qui inclut dans la communauté nationale tous ceux qui peuvent apporter leur contribution à son devenir. Nous devons sortir la question de la nationalité du champ politique et la laisser exclusivement au droit, afin qu'elle soit traitée de manière apaisée. Le président de la République a conclu en annonçant la tenue au mois de février à Abidjan d'une conférence internationale sur l'apatridie. Et en marge de ce sommet, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a échangé hier jeudi avec les Ivoiriennes d'Addis Abeba, réunies au sein d'une association dénommée Association Maman Ivoire, des Ivoiriennes qui ont rendu hommage au couple présidentiel, mais qui n'ont toutefois pas manqué d'exposer les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans le pays hôte. À Ouattara. À peine arrivée dans la capitale éthiopienne à l'invitation de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour la lutte contre le VIH-Sida, en abrégé l'OPDAS, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté de rencontrer ce jeudi 29 janvier les Ivoiriennes vivant à Addis Abeba, regroupées au sein de l'association Maman Ivoire. Elles sont diplomates, épouses de diplomates, chefs d'entreprise, travailleuses dans les organisations internationales ou même sans emploi, mais toutes très attachées à la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Cette fierté d'être ivoirienne, les mamans ivoires ont tenu à l'exprimer à leur première dame au 3e étage de l'hôtel Sheraton où elles ont été reçues. C'est l'épouse de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Éthiopie, Madame Aboua Christiane, qui a pris la parole au nom des femmes ivoiriennes d'Addis Abeba. Elle a exprimé leur fierté d'être reçue avec spontanéité par la première dame de Côte d'Ivoire. Elle a saisi l'occasion pour rendre hommage à Madame Dominique Ouattara pour ses nombreuses actions en faveur des femmes et des enfants. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes fiers d'avoir une première dame à votre image. Je voudrais également relever votre sensibilité et votre générosité qui vous ont poussé à créer la Fondation Children of Africa, le Fonds pour les femmes ivoiriennes, de même que votre projet d'hôpital pour les enfants malades. Pour sa part, la présidente des Mamans Ivoires a fait remarquer que c'est la toute première fois que les Ivoiriennes d'Addis Abeba sont reçues par une première dame de Côte d'Ivoire, d'où leur reconnaissance à Madame Dominique Ouattara. Elles ont par ailleurs égrené les difficultés auxquelles elles sont confrontées et elles ont souhaité pouvoir bénéficier, comme toutes leurs sœurs ivoiriennes, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI. Elles ont plaidé également pour la mise en application du nouveau statut des diplomates, statut dans lequel l'épouse du diplomate ivoirien est désormais rémunérée. Madame Dominique Ouattara, qui a écouté avec beaucoup d'attention ses sœurs d'Addis Abeba, leur a recommandé de respecter les lois de leur pays d'accueil. Puis, elle s'est félicitée de leur esprit coopératif et associatif et elle n'a pas manqué de leur donner des nouvelles de leur cher pays, la Côte d'Ivoire. Le pays va bien. La Côte d'Ivoire est en marche. J'espère que vous aurez l'occasion de venir à Abidjan, parce que vous allez voir, le pays est devenu magnifique. Vraiment. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites. Il y a beaucoup de choses qui sont en marche. Il y a beaucoup de choses qui sont en route. Et je voulais vous dire que j'espère quand même que vous revenez au pays de temps en temps. Aux épouses des diplomates, elle a expliqué qu'elle a eu une vie presque similaire. Respectant un engagement de son époux, elle a dû quitter le monde des affaires pour se consacrer bénévolement et uniquement à l'humanitaire et à sa famille. Les membres de cette association sont repartis avec du chocolat ivoirien et la somme de 5 000 $ offert par la première dame pour leur association. Les mamans ivoires ont également offert des présents au couple présidentiel. Notons que la première dame avait à ses côtés la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto, et la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi.
Et vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Il s'agissait plutôt d'un commentaire de Viviane Aïmé, envoyée spéciale de la RTI à Addis Abeba. Retour en Côte d'Ivoire pour avoir des échos des audiences du Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan a reçu une forte délégation du groupe américain Haycom Houston, une compagnie internationale spécialisée dans le développement des infrastructures, la réalisation de projets dans le domaine du transport et des infrastructures socio-éducatives au cœur des échanges. Sidonie Dabila. Le groupe Attijari Wafa Bank, premier groupe bancaire et financier du Maghreb, est une multinationale panafricaine présente dans 24 pays, dont la Côte d'Ivoire. Son président-directeur général, en rencontrant le Premier ministre, Daniel Kablan-Duncan, a affirmé l'engagement du groupe à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. J'ai confirmé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre et ses équipes, qu'il peut compter sur la contribution effective de la Société ivoirienne de banque pour accompagner le plan de développement de la Côte d'Ivoire, et nous lui avons fait état que depuis la prise de contrôle par notre groupe de la CIB a accru sa présence sur le marché ivoirien. Nous avons aussi abordé les financements des grands projets d'infrastructure, puisque votre pays est un chantier à ciel ouvert. Après 20 ans de présence en Côte d'Ivoire du groupe Olam, spécialisé dans l'agroalimentaire, c'est l'heure du bilan. Ce bilan, son directeur général a tenu à le faire au chef du gouvernement lors de leur rencontre. Nous sommes très présents dans toutes les régions du pays. Nous venons d'ouvrir une usine de 110 000 tonnes de cacao à San Pedro. Nous avons des projets dans le coton, dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans l'Anacard aussi. Nous sommes venus présenter ces projets au Premier ministre pour avoir son avis et ses observations. Nous sommes très satisfaits de l'opération en Côte d'Ivoire et nous avons la volonté de faire encore plus pour les 20 prochaines années. Reçu également par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, l'ambassadeur de l'Éthiopie en Côte d'Ivoire, Yeshimebrat Mersha Kassa. La diplomate éthiopienne a dit être allée présenter la candidature de son pays à la tête de la BAD, Banque africaine de développement, en vue d'obtenir le soutien de la Côte d'Ivoire. Le candidat éthiopien Safian Ahmed Better, le ministre des Finances, du développement économique, est celui-là même qui a mené avec succès toute la politique de développement de l'Éthiopie, selon la diplomate. Je vous fais lecture de ce communiqué avant de continuer. Le ministère de la Communication informe les journalistes correspondants de la presse internationale en Côte d'Ivoire que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2015 débutera à compter du lundi 2 février 2015 et prendra fin le mercredi 31 mars 2015. Les journalistes concernés sont invités à retirer la liste des pièces à fournir à la sous-direction des affaires extérieures du ministère de la Communication, 6 au 21e étage de la Tour C à la cité administrative au plateau. Et pour toute information complémentaire, eh bien, joindre la sous-direction des affaires extérieures au 20 22 27 70, au 05 76 99 15 ou encore au 07 71 04 27. Ouvrons la page politique avec le point de presse animé ce vendredi par le porte-parole de la Commission électorale indépendante. Les échanges ont porté sur l'actualité sociopolitique, notamment la révision de la liste électorale de 2010 en vue des prochaines élections. Léon Brou. Qui des Ivoiriens pourra-t-il se rendre dans les urnes dans le cadre des élections générales prévues pour démarrer en octobre prochain avec le scrutin présidentiel? Il faut pour répondre une liste électorale selon la CEI. La Commission électorale indépendante envisage la mise à jour de la liste électorale de 2010. L'opération va prendre en compte les nouveaux électeurs et les mutations ou déplacements des populations. La CEI procédera à la révision sur la base de la liste électorale de 2010. Quelles sont les personnes concernées par la révision? Il y a les personnes qui ont changé de domicile, des personnes qui changent de circonscription électorale, de quartier, de ville, et qui voudraient faire modifier leur domicile. Les personnes qui changent de nom, c'est le cas des femmes mariées, le plus souvent. Il y a les majeurs de 2008, qu'on appelait nouveaux majeurs, qui avaient obtenu des cartes d'identité, mais qui n'avaient pas pu se faire enrôler sur la liste électorale. Il y a également des personnes qui s'étaient abstenues volontairement de se faire inscrire. Et si elles souhaitent le faire aujourd'hui, c'est possible. En même temps, il y a des personnes qu'il faut sortir de la liste, des personnes qu'il faut radier. Les personnes décédées ou les personnes qui ont
étaient déchus de leurs droits civils et civiques. Concernant la pièce à fournir, il s'agit de la carte nationale d'identité. La CEI a estimé qu'en l'état actuel, c'est le document le plus fiable. La commission électorale indépendante s'engage à sélectionner dans les jours prochains un opérateur technique. Il aura pour mission de fournir la solution technique à l'institution pour la révision de la liste électorale de 2010. Reprise du dialogue politique entre le pouvoir et les partis de l'opposition hier jeudi. Au nombre des questions abordées, les avancées du dialogue, le statut de l'opposition et les questions électorales. On fait le point avec Michel Digré. L'heure est arrivée pour le gouvernement et l'opposition de poser des actes forts afin de booster le processus de réconciliation nationale. C'est en ces termes que le ministre d'État, Aossou Jano, a planté le décor de cette rencontre qui marque la reprise du dialogue politique. Le gouvernement, pour sa part, s'inscrit dans cette dynamique. Selon Aossou Jano, en témoignent les initiatives déjà prises et celles à venir. Vous constatez avec nous tous qu'au niveau judiciaire, chaque jour que Dieu fait, il y a une amélioration, la libération de certains prisonniers, le dégel des comptes. Cette opération va continuer et nous espérons vivement qu'avant l'élection présidentielle de octobre 2015, qu'on ne parle plus de personnes détenues ou des comptes gelés. Je m'exprime au nom du président de la République qui a pris un engagement fort de pouvoir toujours réconcilier les Ivoiriens. Réconcilier les Ivoiriens, forger l'opinion des Ivoiriens vers ces valeurs, les valeurs de paix. Paix, facteur de développement, préalable à tout développement. Et je pense que nos amis et frères de l'opposition sont aussi engagés sur cette voie de dialogue, de la paix. Nous avions ce défi à relever pour pouvoir bâtir une Côte d'Ivoire meilleure, une Côte d'Ivoire paisible. Bâtir une Côte d'Ivoire paisible, l'opposition y adhère et entend jouer sa partition pour tourner définitivement la page de la crise qu'a connue le pays. Ce que je peux donc vous dire, c'est de vous informer de la reprise du dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition. Vous dire aussi que cette rencontre s'est tenue dans une ambiance cordiale. Il n'y a pas eu d'éclat de voix particulier. Chaque acteur a marqué sa grande disponibilité et sa bonne volonté pour agir dans le sens de la normalisation de la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire, de la stabilisation du contexte politique, afin que la Côte d'Ivoire puisse faire de cette année 2015 véritablement une année de paix et de stabilité pour des élections transparentes et crédibles. Les 3 heures de débat n'ont pu permettre d'épuiser l'ordre du jour. Les deux partis se retrouveront la semaine prochaine pour plancher sur les questions de financement des partis politiques et celles relatives à la préparation des élections générales de 2015. Ainsi se referme la page politique de ce journal pour laisser place à cette excellente nouvelle pour les automobilistes de Côte d'Ivoire. Les prix du carburant continuent de chuter dès dimanche prochain, c'est-à-dire dans 2 jours. Les stations-service vont marquer de nouveaux prix, moins 25 francs pour le super et moins 10 francs pour le gasoil. Les explications de Adama Koné. Les affiches des pompes des stations-service vont encore changer le 1er février prochain à la satisfaction des automobilistes. Les prix du carburant baissent. Le litre du super sans plomb passe de 690 à 665 francs CFA, enregistrant une diminution de 25 francs CFA. L'utilisateur de gasoil, lui, paiera pour le mois de février 580 contre 590 francs CFA en janvier, soit 10 francs CFA de baisse. Quant au pétrole, le litre affichera 430 francs CFA au lieu de 479, soit 49 francs CFA de recul. C'est le 3e mois consécutif de baisse. Cette tendance baissière est due au prix sur le marché international.
Ce vendredi, le baril de Brent de la mer du Nord était livré à 49,6 $, soit 24 800 francs CFA. C'est que l'or noir a perdu environ 60% de sa valeur depuis la mi-juin. La demande mondiale restant morne face à une offre surabondante. Ces fondamentaux du marché exercent ainsi une forte pression sur les cours, les tirant vers le bas. On en vient à présent à ce phénomène inquiétant, l'enlèvement des enfants. Une vingtaine d'enlèvements suivis d'assassinats en moins de 2 mois, ici même à Abidjan. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique s'insurge contre. Il a initié donc une rencontre d'information et de sensibilisation avec l'ensemble des gestionnaires des structures éducatives. On en sait plus avec Pascal Koné et Pagassoro Koné. 3 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré l'entretien entre la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique Kandia Camara et les acteurs du système éducatif, les guides religieux et les membres de la société civile. Un seul point à l'ordre du jour, enlèvement et séquestration d'enfants dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. La ministre Kandia Camara, après avoir informé ses hôtes sur les mesures de protection prises, fait des recommandations en vue de mettre fin au phénomène. La première des recommandations, c'est la mise en place des comités de vigilance dans chaque établissement de Côte d'Ivoire. La deuxième chose, une campagne de sensibilisation dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Et je voudrais que cette campagne soit menée au sein des écoles, mais surtout dans les salles de classe, sans paniquer les élèves. Mais je pense que nous, en tant que pédagogues, nous trouverons les mots justes, le comportement adéquat, la stratégie nécessaire pour ne pas paniquer nos enfants, mais plutôt de les rassurer. Quant au procureur de la République, il a annoncé au cours de cette rencontre que la loi sera appliquée à quiconque serait reconnu coupable de tels actes inhumains. Je tiens à dire que certaines personnes ont été déjà appréhendées. Des enquêtes sont aujourd'hui en cours pour rechercher, démasquer et appréhender les auteurs, mais surtout les commanditaires. Le 116, c'est le numéro d'urgence mis à la disposition de la population pour dénoncer tout acte suspect. Enlèvement d'enfants, le phénomène crée la psychose et la rumeur fait des victimes. Depuis quelques jours, des individus sont arrêtés et lynchés, accusés à tort quelquefois d'être des voleurs d'enfants. Eh bien, notre reporter Christelle Menin a recueilli pour vous le témoignage d'un homme qui en a fait les frais. Âme sensible, s'abstenir. Enlèvement d'enfants, la psychose ne cesse d'enfler, à juste titre. Sauf qu'elle a aussi ses travers. Koumassi, Marcory, Yopougon. Les cas de méprise se multiplient et des innocents sont pris à partie par des populations qui veulent se faire justice elles-mêmes. Abou est une des victimes de cette vindicte populaire. J'étais au magasin, il y a deux enfants qui partaient à la maison. Comme il y avait un enlèvement des enfants, donc il y a une voisine qui voulait les mettre en taxi pour aller avec eux. Donc moi, je dis entre moi, les taxis, ce n'est pas prudent. Donc je vais les transporter avec ma moto pour les déposer au pont Varabon. Et puis eux vont marcher pour aller à la maison. C'est là, vers Carrefour, m'ont dit, les policiers m'ont arrêté. Ils ont demandé les papiers de moto, tout, j'ai donné. Ils m'ont demandé si je les connais. J'ai dit non, je ne les connais pas. C'est les enfants, souvent, ils les voient passer devant mon magasin. Donc ils ont demandé aux enfants, si vous le connaissez. Les enfants disent non, que c'est un tonton, il voulait nous aider. Après, maintenant, il y a un monsieur qui passait. Lui s'est arrêté avec sa voiture. Il dit, on lui a expliqué, il dit ok, si c'est comme ça, mettez-les dans la voiture, on va les ramener au commissariat. Les civils sont venus, ils ont tapé la voiture, ils ont cassé les vitres, ils ont pris des briques, des cailloux, pour me lapider. Ils ont mis feu dans la voiture. Sa voisine Mireille confirme les faits. Malgré son plaidoyer à son arrivée sur les lieux, rien n'y fait, la foule est déchaînée. Je suis arrivée. Les gens sur les lieux m'ont dit non, que c'est un voleur d'enfants. On l'a tué, c'est un voleur d'enfants. Il est mort. Ça, il dit non, c'est mon frère.
que c'est moi qui l'ai envoyé d'aller déposer les enfants au pont Varom parce qu'ils sont petits, ils ne peuvent pas marcher seuls. On voit les enfants, ils sont petits, il n'y avait pas de grandes personnes à côté d'eux. Les lyncheurs sont repoussés par les forces de sécurité. La victime est mise à l'abri. Abou est enfin transporté à l'hôpital. Il aura frôlé la mort. Il y avait tellement de blessures, de grosses blessures à la tête, parce qu'ils ont pris de grosses bites pour lui mettre sur la tête. Il a un bras fracturé. Puisqu'ils ont tenté de le brûler, il a des blessures, des traces de brûlures sur le pied. Il a la mâchoire cassée. Physiquement et psychologiquement marqué par l'horreur, Abou, étonnamment, avoue ne pas éprouver de colère ou de ressentiment. Ce que je me dis, il n'a qu'à faire beaucoup attention aux gens qui arrêtent, demandent pardon. S'ils arrêtent quelqu'un, il n'a qu'à envoyer directement à la poste de police. Un appel lancé aussi par les autorités qui ont mis 5 numéros verts à la disposition des populations, le 110, le 111, le 145, le 170 et le 116, pour alerter les autorités devant un cas suspect. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.